les propriétés de liaison des atomes nous limitent dans ce qu'on peut synthétiser. On n'a pas le contrôle complet. Donc il y a un certain nombre de matériaux très stables, et la contrepartie, c'est que comme ceux-là sont très stables, il y en a plein d'autres qui ne se font pas, et on tombe toujours plus ou moins sur les mêmes matériaux. Donc ils sont très utilisés. Pour les applications, on en reparlera, mais catalyse, chimie fine, craquage d'hydrocarbures, séparation des gaz, capture des gaz, stockage. C'est les principales applications des matériaux poreux en général, on va dire. Simplement le fait que comme ils ont des trous à l'intérieur de toutes petites dimensions, ça leur fait une très grande surface, il y a beaucoup de molécules qui peuvent venir se fixer à l'intérieur. C'est ce que j'expliquais au chauffeur de taxi en arrivant. Moi je dis souvent c'est comme une pierre ponce, l'image c'est vraiment la pierre ponce, quoi, ça, ou l'éponge, c'est des matériaux éponges. Donc on a ça. Petit à petit on s'est rendu compte, et il y a eu la rupture, elle se fait dans les années 90, elle vient de la chimie organométallique et du fait qu'on synthétise ce qu'on appelle à ce moment-là des polymères de coordination, c'est-à-dire un métal, un morceau organique, un métal, un morceau organique, et on répète ça à l'infini. À ce moment-là, on trouve qu'il y a il y a quelques-uns de ces polymères de coordination qui ont des trous, qui sont poreux. C'est pas la majorité, c'est rare, et à l'époque c'est une curiosité. À partir des années 2000, il y a c'est ça, puisque le papier fondateur c'est 2000 et quelques. Donc à partir des années 2000, naît le concept de Metal Organic Framework, qui est le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui, MOF, parce que un chercheur américain, Omar Yaghi, se rend compte qu'on peut exploiter cette porosité, que en fait c'est pas très différent des matériaux en termes de performance, pas forcément très différent des matériaux poreux inorganiques habituels, et surtout, alors là c'est pas lui seul, mais la communauté réalise qu'on peut jouer à la fois qu'on a plus de variabilité, on va dire, que dans les matériaux inorganiques. Tout simplement parce qu'au lieu d'avoir juste silicium, oxygène, et puis un aluminium de temps en temps, maintenant on a chaque molécule organique au sein du matériau peut être fonctionnalisable, peut être changée, substituée. Si je veux un matériau avec des pores plus grands, j'espace les métaux qui sont liés entre eux par des molécules organiques. J'ai qu'à choisir une molécule organique qui a la même chimie mais qui est plus longue, et j'ai le même matériau mais avec des pores plus grands. Et Yaghi montre ça. Si je veux avoir à l'intérieur un groupe chimique particulier parce qu'il va se lier au CO2 comme une fonction amine, je la greffe sur le côté de ma molécule organique, et tout d'un coup, chaque molécule organique de mon matériau a une fonction amine, et mon matériau a une grosse capacité pour la capture du CO2. Donc il y a vraiment ce côté-là, on va pouvoir appliquer à ces matériaux-là toute la finesse de la chimie organique qu'on sait faire par ailleurs, et du coup ça nous donne cette variabilité, ça nous donne cette possibilité de créer des matériaux à façon. Une petite... les procédés, les méthodes de la chimie organique sont radicalement différentes de ceux de la chimie inorganique, ou c'est juste des labos qui étaient voisins et qui ne travaillaient pas ensemble, ou des industriels qui étaient souvent c'est effectivement, c'est pas des procédés forcément très différents, c'est des savoir-faire, des réactions qui sont... on peut utiliser en grande partie le même matériel, après c'est vraiment des spécialisations, il y a énormément... au fur et à mesure que la chimie s'est développée au XXe siècle, on l'a compartimenté aussi parce que le nombre de manières de synthétiser, le nombre de réactions possibles est incroyablement grand, et les gens se spécialisent même au-delà de ça. Après, sur la chimie inorganique, on a des gens qui vont être spécialistes du manganèse et du fer, vraiment. Mais en soi, il n'y a pas en soi de rupture conceptuelle ou d'avoir dit à un moment, c'est vraiment ça, c'est la réalisation que on peut orienter cette synthèse vers des matériaux poreux et qui sont exploitables en fait. Et du coup voilà, donc maintenant on a ces matériaux là, ils sont globalement
Alors les gens qui travaillent dessus aujourd'hui ont plus tendance d'ailleurs à être des gens de la chimie du solide que des gens de la chimie organique. Parce que si vous voulez, la partie organique les fait pas vraiment rêver, parce que c'est juste rajouter une amine sur le bout le bout d'une molécule. Aujourd'hui, on va dire la frontière en chimie organique, elle est plus vraiment là. Elle s'est déplacée du côté Elle de la s'est déplacée biochimie, du côté de la biochimie, du côté de la catalyse asymétrique, du côté de la chimie de la biosynthèse, du côté de plein d'autres choses. Donc on va dire, en termes de frontière, on est quand même plus proche de on est plus dans le côté pionnier de la chimie inorganique que de la chimie organique. Mais on cumule quand même un peu les deux. Ça, c'est un peu l'historique et comment Alors, ça s'est lancé. J'ai deux questions qui viennent immédiatement, qui sont concurrentes l'une de l'autre. Vous parlez de métaux. Moi, j'avais compris que c'était des structures cristallines. Tous les métaux ne donnent pas... Alors du coup, en fait, quand je dis métal, c'est des ions. C'est des ions métalliques qui sont à l'intérieur. Je dis métal, des fois on dit centre métallique, mais en fait c'est des ions métalliques. Donc c'est pas un métal étendu, c'est pas des particules, des nanoparticules de métaux, c'est vraiment des ions métalliques. C'est-à-dire que je vais mettre un ion fer, une molécule organique, un ion fer, une molécule organique, etc. Et la structure donc est cristalline? Alors les structures sont le plus souvent cristallines. C'est pas systématique, il existe des matériaux amorphes, des matériaux métallo-organiques amorphes, il en existe entre les deux des désordonnés. Moi je travaille particulièrement là-dessus sur les transitions entre ordre et désordre, mais la plupart du temps les structures sont cristallines. Elles sont dans tous les cas assez régulières pour pouvoir être exploitables. Donc au niveau, il y a un côté pratique, c'est-à-dire que la synthèse, elle se fait en général en chauffant légèrement. C'est de la chimie, c'est de la chimie plutôt, on va dire douce, c'est en chauffant légèrement à 60-70 degrés en quelques heures. Donc c'est plutôt et ça cristallise, donc on récupère le produit sous forme de poudre. Et on le caractérise par passage aux rayons X ou autre. Mais donc on utilise des techniques qui sont finalement pour la synthèse et la caractérisation, pas des techniques extrêmement poussées. Par contre, c'est le jeu sur les briques moléculaires. C'est vraiment un jeu de Lego en fait, qui passionne les gens. Parce que donc des structures, il y en a un nombre potentiellement infini. Aujourd'hui, on en connaît plusieurs milliers qui ont été complètement caractérisés. Je crois que le dernier compte c'est 10 000. 10 000 structures caractérisées, c'est-à-dire dont on connaît la structure. En plus de ça, il y a des gens qui ont dans leur tiroir plein de poudres dont ils ont jamais. C'est vrai, les Américains sont spécialistes de ça. Le groupe de Yagi, maintenant il fait ça. Il fait de la synthèse automatique, on change les concentrations, on change le métal, on change le ligand, on change tout, on fait une tonne de poudre. Celle dont la structure se résout quasiment toute seule, on va dire, on résout et on calcule la structure. Les autres, on se contente de garder la poudre sous scellée, d'enregistrer ce qu'on appelait le diffractogramme, c'est donc la signature de ce matériau-là, et on brevette. Enfin, on brevette pas, non. On garde sous scellé le fait qu'on ait l'antériorité de la découverte. C'est-à-dire que si quelqu'un un jour fait tout le boulot... c'est opposable. C'est opposable. Si quelqu'un un jour fait tout le boulot pour résoudre la structure de ce matériau-là parce qu'il se rend compte que, on pourra lui dire... parce que ce qui compte, c'est pas la structure. Ce qui se brevette, c'est pas la structure. Ce qui se brevette, c'est le procédé de fabrication. C'est la manière dont on l'a construit. Donc, on pourra lui dire, nous, on a vous avez peut-être mis 2 ans à trouver la structure et montrer qu'elle est formidable et très utilisable. Mais nous, on avait le cristal il y a 2 ans. Et donc, on a l'antériorité de la... Et alors, la stratégie est géniale. C'est du dur, hein, mais qu'est-ce qu'ils visent? Le territoire scientifique, ils veulent se l'approprier, ou c'est les royalties des... Aujourd'hui, c'est de montrer. Aujourd'hui, c'est vraiment. On n'en est pas au fait que, pour l'instant, ça ramène pas des tonnes d'argent, les royalties de ça, mais le fait de les avoir, le fait d'avoir ça, le fait d'avoir, ils sont par ailleurs, ils font quand même du très bon travail aussi. Ils ont un portfolio de brevets qui licencent
à d'autres instituts, donc et à des entreprises. Donc oui, c'est une stratégie d'occupation d'espace, de dire on est là, on est un acteur, on est l'acteur majoritaire sur le domaine. Et en dehors de l'équipe de Yagi, qui est enfin la carte académique mondiale? Grosso modo, donc il y a aux États-Unis, il y a ouais. aux États-Unis, donc il y a l'équipe de Yagi à Berkeley qui est une des équipes. Donc il y a 3 équipes en fait un peu historiquement fondatrices. Il y a Yagi à Berkeley, il y a Kitagawa à Kyoto, et il y a Gérard Ferret à Versailles, qui est au labo à l'université de Versailles, CNRS, qui a eu la médaille d'or du CNRS il y a quelques années. Donc on considère en général que c'est un peu les trois pionniers pour des aspects différents. Grosso modo, Kitagawa Yagi vraiment pour populariser le terme et lancer le concept. Kitagawa et Ferret faisaient en fait déjà ce genre de matériaux sans forcément avoir tout derrière. Et puis ils ont après des matériaux très fonctionnels, on va dire, qui réagissent à leur environnement. Ils ont développé des choses un peu plus. Yagi et l'équipe américaine est plus dans la recherche du matériau qui a la plus grande capacité de stockage pour récupérer pour rejoindre les cibles que donne le Department of Energy américain en termes de capture de méthane, d'hydrogène, de CO2. Donc c'est l'armée américaine. Donc voilà, ça c'est les 3 équipes historiques. Après il y a un grand, il y a beaucoup de recherche en Allemagne également, où il y a un réseau collaboratif de recherche sur les MOF qui est très, très efficace. Et évidemment en Angleterre, plusieurs start-up et labos de recherche intégrés en fait. Ce qu'ils ont peut-être mieux réussi que l'Allemagne et que nous, c'est d'avoir cette structure-là. Et ils sont encore en train de construire. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui les MOF, c'est 10 000 structures, je crois qu'on disait, c'est 3 ou 4 000 articles publiés par an sur le sujet. Ah oui. Ouais, moi j'ai un fil Twitter, un compte Twitter qui est un robot qui lit la littérature, qui lit tous les journaux de chimie, qui sélectionne les articles dans lesquels il y a explicitement marqué ça dans le titre ou dans le résumé. C'est-à-dire que ça fait pas, en plus on doit en rater, oui. Et qui les retweet de manière à ce que moi ça me sert ma source d'information, et il y en a effectivement, c'est 10 articles par jour publiés sur le sujet. Donc et un chercheur sérieux, il peut lire un article et demi par jour, quoi. Et encore quand il fait sa thèse. Et encore, ouais, non, moi ça restera entre nous. Oui, ouais, bien sûr, non, mais c'est. Oh non, moi je vise de lire, effectivement, il y a des périodes, mais je vise de lire en moyenne 5 articles par semaine, ouais, parce que en fond. Après, par contre, je peux scanner des titres, des figures, voir qu'est-ce qui se passe. Avoir une idée du paysage. Il faut voir que beaucoup de ça, c'est du travail incrémental. On a bien une sûr. Structure, on a les structures qui vont. 80% de l'attention se fait sur des gros changements, des nouvelles structures vraiment impressionnantes. Donc, et puis après, on est aussi au courant, des fois on rate des papiers, mais les collègues nous en parlent, on les voit passer en conférence, on connaît l'auteur, on savait avant que ce soit publié que telle équipe va faire ou annonce. Mais ouais, non, donc c'est devenu un gros domaine de recherche, vraiment. C'est en chimie, probablement avec le graphène, un des domaines qui explose. Et précisément, le graphène, on voit déjà pointer toutes les questions d'acceptabilité sociale. Enfin, dès lors qu'on pointe du côté du nano, il y a des choses qui inquiètent. Est-ce que c'est le cas aussi de ces matériaux-là, ou est-ce qu'ils sont plus tranquilles pour le moment? On n'a pas honnêtement, il y a peu d'embêtements de ce côté-là, parce que la plupart des utilisations, enfin la plupart des usages, on n'est pas en train de créer une nouvelle gamme d'usages. On est en train de se dire qu'on a un matériau de nouvelle génération qui peut en remplacer d'autres dans des applications industrielles établies. Typiquement la capture du CO2. Voilà, et donc typiquement, on ne va pas trop être des matériaux nanoporeux, il en existe déjà, ils sont utilisés, il y en a, je ne sais pas si on le voit d'ici, il y a un condenseur, un purificateur pour oxygène médical à l'Institut Curie qui est vendu par Air Liquide, il y en a un à côté de chaque hôpital, tout le monde voit le tank, bon, il y a des matériaux nanoporeux dedans pour faire la filtration, ça gêne personne, les gens qui portent un respirateur, ils en ont, c'est vraiment du... Donc c'est un usage qui est établi, donc je pense que de ce côté-là,
on n'a pas de rupture particulière. Après, dans les applications, il y a des choses sur l'encapsulation de médicaments, de principes actifs, le ciblage de cellules cancéreuses, Ah oui, oui, sur oui. lequel les gens travaillent. On a fait Bon, quelques papiers là-dessus. effectivement, Oui, en gros, il faut libérer au plus près et à plus petite dose possible des... le problème, c'est que n'importe quelle cinétique chimique est d'ordre 1 en général, donc ça veut dire qu'il va y avoir un pic au début et après ça va s'atténuer. Oui. Et ça, c'est juste la nature de la chimie. Donc, alors, l'idée d'encapsuler, c'est d'atteindre idéalement ce qu'on appelle la cinétique d'ordre 0, c'est que je donne la même dose au cours du temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, bon, bah, c'est fini. C'est-à-dire quelque chose qui donne une dose continue, constante, sans effet d'à-coup pour le traitement. Donc je peux injecter ça ou boire ça, ou quelle que soit la solution, la manière dont on veut le délivrer dans l'organisme. Et derrière, je garde une dose constante pendant une semaine, et puis la semaine d'après, ça permet d'avoir une ligne thérapeutique sans à-coup, et pour des applications cliniques, c'est très utile. Donc il y a une recherche là-dessus. Voilà, pour le coup, c'est autre chose. Puisqu'on est sur les applications, donc il y a la question de la capture des gaz, la distribution de substances dans certaines thérapies. Moi, je suis un peu aveugle là-dessus, j'imagine mes lecteurs aussi. Qu'est-ce qu'il y aura d'autres, comme autres applications? Donc quand on dit la capture des gaz, en fait, on a il y a trois choses différentes auxquelles on peut penser, qui se regroupent là-dessous, et qui sont, en termes d'application, des marchés assez différents. Il y a la capture-stockage, oui. C'est-à-dire il y a du CO2, je veux le piéger, et après, qui reste au sein du matériau, et je voudrais l'enfouir, je sais pas quoi. À terme, le réutiliser peut-être, mais pour l'instant, je sais pas trop comment. Donc c'est vraiment capture-piégeage, stockage. Il y a la séparation. Ça va être plutôt... l'exemple type qu'on donne, c'est les composés soufrés dans le gaz naturel, c'est le monoxyde de carbone en sortie des cheminées d'usine, parce que bon, que l'usine rejette du dioxyde de carbone, ça a un coût écologique certes, mais que l'usine rejette du monoxyde de carbone, on pourrait le rebrûler. C'est une combustion incomplète, économiquement, c'est clairement pas viable. Donc, les pots catalytiques, c'est aussi ça ou... Alors les pots catalytiques, ça va être un peu la troisième, qui est la capture-dégradation. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste qu'on trie ou qu'on immobilise, le but c'est qu'on dégrade. C'est le principe du pot catalytique, c'est que la température à l'intérieur fait que les molécules non seulement se fixent sur le métal du pot catalytique, mais en plus elles se dégradent et en décomposés moins nocifs. Et donc les MOF ont cette capacité-là. On a vu passer déjà quelques articles et prometteurs de collègues sur, par exemple, de la capture puis dégradation de molécules d'agents neurotoxiques. D'accord. Donc avec le but là pour le coup de pouvoir les utiliser en cartouche de filtration en zone de guerre ou autre. Oui, donc exactement. Voilà. Donc là c'est vraiment le côté. D'abord la molécule est piégée, puis une fois qu'elle est à proximité de la surface, il se produit la transformation qui nous la coupe en général en composants moins toxiques. C'est principalement sur des gaz, n'est-ce pas? Alors c'est principalement sur des gaz. Il y a quelques applications sur des liquides. Industriellement, les liquides, c'est un marché qui est un peu plus un marché de niche, pour une simple raison de dynamique des fluides, d'impédance. Oui, exactement. C'est que ça rentre pas. un matériau, plus les trous sont petits dans un fluide, et moins ça passe. Alors, il y a des applications. Moi, j'ai une thèse là-dessus en collaboration avec Saint-Gobain sur de la filtration des métaux lourds et radioactifs dans l'eau potable. Mais c'est pas le... Où justement on essaye de... Mais cela dit, si vous me disiez qu'on pouvait étirer... Voilà, c'est ça, on peut essayer, mais du coup, le problème c'est que plus on étire, moins ça nous fait de surface interne par rapport à la masse totale du matériau. Donc faut trouver un optimum entre les deux. Donc globalement, les applications sont plutôt gazeuses. Après, vous allez avoir catalyse, donc c'est de la chimie fine, c'est-à-dire permettre des réactions qui aujourd'hui sont coûteuses énergétiquement, et donc coûteuse économiquement tout simplement. Donc ça c'est vraiment parce que
on a en interne, et ça c'est un peu le côté de la synthèse enzymatique et de la fonction enzymatique. On se dit, on a au sein des matériaux une poche, Oui. et si on peut greffer les bons groupes chimiques aux bons endroits, on va pile pouvoir faire la réaction qu'on veut. Comme ça, il y aura exactement le bon environnement pour la molécule. Oui. Et donc ça, c'est un peu l'idée, c'est d'aller vers le modèle de l'enzyme, quoi. Et de la réaction biologique. Donc il y a ça c'est vraiment le côté chimie fine. Et puis derrière, on a un certain nombre d'applications en capteurs. Mais bon, ça c'est les principales. Capteur aussi. Mais imaginons, un capteur, j'imagine, en gros, il faut qu'il puisse vivre assez longtemps, donc il faut éviter que ce soit saturé, enfin j'utilise un vocabulaire profane. Est-ce que dans ce cas-là, le critère de qualité du matériau, ce sera qu'il ait une surface immense et que donc la saturation ce soit au bout de 10 ans et on soit tranquille, ou bien ce sera qu'il puisse se débarrasser de ce qu'il a stocké? Alors, se débarrasser de ce qu'il a stocké, en général, c'est pas très compliqué parce que on peut soit... On secoue? Oui, c'est ça en fait. Sérieusement? Oui, non, mais alors on secoue moléculairement, donc on va chauffer en fait, et régénérer le matériau en chauffant parce que ça va faire décoller les molécules qui étaient à la surface. On peut Et dans le cas faire passer un gaz inerte pour là. Quand on pense à capteur, moi je vais penser aussi à tout ce qui est détecteur de traces d'explosifs qui sont toutes les. Donc quand il y a une manipulation d'explosifs liquides, ça laisse des traces gazeuses très fines. C'est de l'ordre du ppb. Et donc là, la surface elle est importante. Ce qu'on risque, c'est pas tant la saturation. Ce qu'on risque, c'est simplement de rater la trace, quoi. Et donc là, c'est important d'avoir une grande surface parce qu'on va concentrer, on va améliorer simplement le seuil de détection du matériau. On pense à des capteurs aussi, tout ce qui va être capteur alors c'est vraiment des capteurs un peu spécialisés de mécanique de précision, c'est-à-dire ressentir donc piézoélectrique ou autre. Ressentir des très faibles variations, comme c'est des matériaux qui sont globalement assez flexibles, ressentir des faibles variations de déformation ou de contrainte et les amplifier pour qu'elles soient après détectables par de l'électronique derrière ou par des signaux ou par de la lumière ou autre. Donc c'est un peu ça les applications. Après, je vous dis on parle de 10 000 structures connues. Aujourd'hui, il y en a, je pense, 6 ou 7 qui sont commercialisées. Oui. Il y a vraiment et à ma connaissance, il y a une application commerciale aujourd'hui qui date d'il y a 2-3 mois. La première application commerciale, c'est-à-dire qu'on peut acheter le système entièrement prêt et c'est pour le contrôle du mûrissement des fruits pendant le transport. Génial. Et c'est des cylindres qui se placent au sein d'un conteneur de fruits et dont le but c'est je sais plus si c'est l'éthanol, enfin c'est de capturer et de piéger et de contrôler la teneur dans l'atmosphère des molécules qui signalent le vieillissement et le mûrissement du fruit pour pas qu'il se dégrade. En fait. Oui, ça je vois bien. En revanche, ce que j'ai du mal à imaginer, je vois bien comment les matériaux en question peuvent attraper et donc. Mais comment est-ce qu'ils transmettent l'information? Ils changent de structure, ils changent de nature, alors, je crois de poids peut-être? Dans ce cas-là, je pense qu'il n'y a pas de transformation. Je pense que c'est juste un contrôle de la teneur, mais qui se fait par le matériau. Le matériau, il va oui, mais justement, absorber plus fort les premières molécules. Pardon, vas-y. Quelle information il envoie au système informatique, au système d'information qui va comprendre là, ça. je pense que c'est complètement passif comme système. Là, cette application-là, je pense que c'est... Enfin, si je me souviens bien, je regarderai, mais c'est complètement passif. C'est vraiment comme on pourrait mettre des billes de silice dans les... Quand vous achetez un produit électronique neuf, en général, il y a un petit sachet de billes de silice qui reste dedans pour contrôler l'humidité. Il n'envoie rien, il se contente de faire son job qui est de maintenir l'hygrométrie assez basse. Là, c'est un peu pareil. C'est juste que le pouvoir de capture est largement supérieur aux matériaux précédents, parce que justement c'est quelque chose qui est, je crois que c'est de l'éthanol, hein, qui est en faible trace dans l'air, donc c'est vraiment, il faut un matériau qui capture. Mais donc aujourd'hui il y a quelques
Donc il y a une grande compagnie qui synthétise, c'est BASF, du point de vue commercial, qui est capable de faire des synthèses de 4 ou 5 matériaux à l'échelle de la centaine de kilos. Il y a quelques startups qui se lancent en plus dans la production de masse, à Belfast, adossé à la Queen's University Belfast, à Northwestern, avec une équipe américaine qui se lance dans cette synthèse-là. Le but étant de trouver des procédés. C'est à Chicago, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est Chicago. C'est le département du. C'est pas la même équipe, mais c'est le département du prix Nobel d'un des prix Nobel de chimie de cette année avec Fraser Stoddart. Donc c'est en fait quelques startups qui essayent des voies nouvelles pour pouvoir upscaler la synthèse jusqu'à Belfast, je ne me souviens plus, mais je crois qu'ils sont capables de produire quelque chose comme 50 kg à l'heure, ce qui est pour une chaîne, pour des matériaux assez nouveaux et quelque chose d'assez élevé, on va dire. Donc voilà, c'est un peu donc voilà, quelques productions à l'échelle, on va dire presque industrielle. Ouais. Et une application aujourd'hui. On sent que c'est. Moi, je travaille sur ces matériaux-là depuis 2007. Et clairement, pendant longtemps, on s'est dit, nous, on trouve ça vraiment intéressant du point de vue intellectuel et académique. Après, tout le monde écrit toujours évidemment, si vous demandez à un chercheur d'écrire un article, il va toujours vous écrire dans l'introduction que ça va changer le monde, forcément. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si les gens étaient très nombreux à le croire. On l'a dit des nanotubes, par exemple. Oui. Aujourd'hui, les nanotubes, on peut se demander. On l'a dit du graphène à un moment. Aujourd'hui, le graphène, alors il y a des vraies utilisations. Est-ce que c'est vraiment du graphène? En tout cas, dans les technologies dérivées des carbones plans, on va dire, il y a clairement des applications. Donc le graphène, il est en train de passer la barrière. Les nanotubes, j'ai pas l'impression. Enfin, il y a quelques applications de niche, mais c'est pas quelque chose qui a complètement percé. Pour donner un exemple de truc qui n'a pas du tout percé, on a les fullerènes. C'est très joli, mais ça n'a aujourd'hui aucune application. 20 ans après, aucune application, un peu plus de 20 ans après. De toute façon, quand on travaille sur l'innovation et plus la découverte scientifique, on mesure vraiment précisément ce temps de latence parfois d'une découverte avant qu'elle donne quelque chose vraiment. Donc là aujourd'hui, moi je suis plus optimiste maintenant qu'il y a 10 ans clairement, parce que on voit que les choses percent, on voit que le paysage s'organise, qu'il y a des levées de fonds, des investissements. On peut se dire que les gens ne le font pas sans raison. Typiquement du côté des grands industriels façon Arkema, ils viennent vous voir, il y a des signaux d'intérêt qui sont aujourd'hui, ils sont, on va dire, sceptiques, dans le sens où ils ont le problème des MOF, c'est que pour l'industrialisation, c'est qu'elles n'arrivent pas. C'est pas un matériau qui arrive et qui crée ces nouvelles applications. C'est qu'elles veulent déplacer quelque chose qui est établi dans la communauté depuis les années 60. Ah, je vois très bien ce que ça signifie industriellement. Et ça, évidemment, c'est compliqué. Enfin, la barre est beaucoup plus haute. Quand on crée sa propre application, quand on est le premier matériau qui permet là par contre, là c'est pas le cas. Là, pour quelques applications de niche, c'est le cas, mais pour la capture gazeuse, du méthane, on sait en stocker. On a déjà investi. Les technologies de stockage de l'hydrogène, on en a. Donc on a investi, il y a des parcs industriels existants. Voilà. Donc aujourd'hui, on cherche à déplacer. Enfin, si l'industrialisation se fait, ce sera en déplaçant en grande partie des technologies existantes et des matériaux existants. Et donc la barre est plus haute. Maintenant, ça commence à se faire. Donc les industriels, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une veille. Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt d'investir massivement, clairement pas, aujourd'hui. Je pense notamment à Air Liquide, avec qui on bosse beaucoup. Ce qu'ils disent, ils ont des technologies rodées. Et avant qu'on puisse
une des technologies de séparation, je citais les éolites, une des autres c'est le charbon actif. Le charbon actif, en termes de coût, c'est à peu près imbattable. C'est fait en brûlant des déchets agricoles. C'est la canne, c'est les déchets agricoles de canne à sucre qu'on brûle, ou de cocotiers ou de bananiers qu'on brûle pour faire le charbon actif. Une fois qu'il est transporté en France, il a un coût, mais si on l'achète sur place, il a un coût négatif, le charbon actif. C'est-à-dire les gens vous... Ah oui, ils payent pour s'en débarrasser. Ben oui, c'est un déchet, c'est un déchet, il faut qu'il l'évacue. Donc en soi, ça va être dur de battre. Hein. J'adore ces chaînes de valeur là, c'est toujours très intéressant. Donc évidemment, quand on arrive et qu'on dit à Air Liquide, j'ai trouvé un matériau, alors avec ce métal-là, c'est basé sur le zinc. Et alors là, rien que là, c'est sur le zinc. Alors même s'il y a juste 10% de zinc dans le matériau, bon bah j'ai déjà le prix du zinc. Alors, le zinc en plus, c'est pas le plus cher, mais quand même. Et donc voilà, on se bat contre des matériaux dont les performances ne sont pas forcément extraordinaires, mais qui par contre ont un coût... Tiens d'ailleurs, très intéressant. Si on s'intéresse au cours des matières premières, on s'aperçoit qu'en gros il y a les minerais primaires et les minerais secondaires, qu'il y a des cycles pour les premiers dont les deuxièmes subissent les conséquences. Est-ce que vous, chercheurs, quand vous essayez d'isoler, enfin de synthétiser quelque chose, vous avez ça? Par exemple, vous savez que, mettons, le cadmium, il n'est pas exploité directement, donc les cours peuvent... et ça crée une insécurité sur les prix Au laboratoire, au quotidien, non, clairement pas. Y a des gens qui s'intéressent à ça. Enfin, je veux dire, on est au courant parmi les tableaux périodiques qu'on utilise. Il y en a qui sont colorés en fonction des risques en approvisionnement. D'accord, donc ça, c'est intéressant de savoir que, effectivement, le zinc, voilà, moi j'irais... Si je dois inventer effectivement un nouveau matériau, j'aurais pas envie d'y mettre du cobalt ou du cadmium. Par contre, du fer ou du manganèse, ça va plus m'intéresser. Voilà. Après, les gens qui pensent beaucoup à ça aujourd'hui, c'est les gens des batteries en fait, parce qu'il y a la volonté. Bon, le lithium crée plein de problèmes en termes géopolitiques. D'une part, ça c'est connu depuis longtemps. Il se trouve aussi que finalement, le lithium, c'est quand même aussi un sous-produit de la valorisation du potassium, qui industriellement, je ne me souviens plus pourquoi, mais industriellement le potassium est plus utilisé que le lithium, et donc le peu de lithium qu'on récupère, on l'a quand même en byproduct de l'extraction et de la séparation du potassium. Le potassium, c'est les engrais pour oui, c'est vrai. Ça. Et donc, du coup, on a ça. Les gens des batteries savent qu'aujourd'hui, il y a un vrai... donc Jean-Marie Tarascon ou d'autres au Collège de France travaillent sur des batteries au sodium, des batteries à l'aluminium. Donc il y a un vrai... En général, ça crée des branches de recherche. Maintenant, au quotidien, c'est vrai que... Mais c'est intéressant que ce soit dans c'est intéressant que ce soit dans votre paysage. Paysage on voit passer, quand on lit les revues professionnelles, il y a des articles sur l'économie des minerais. J'avoue que des fois ça me paraît un peu lointain. Le paysage géopolitique bolivien ou chinois m'échappant parfois. Mais... ça, c'est venu vraiment dans le débat public profane avec la question des terres rares, en fait, où on s'est aperçu qu'il y avait des... Alors même que c'est extrêmement disponible, qu'il y en a partout, qu'il y avait quand même des chaînes d'approvisionnement qui pouvaient être étranglées. Ouais, c'est intéressant. Ouais, chez nous, on s'est beaucoup inquiété, avec les collègues qui sont beaucoup inquiétés récemment sur l'hélium, parce qu'on l'utilise beaucoup pour les manipulations en résonance magnétique nucléaire, en RMN ou en IRM pour le grand public. Et il y a les États-Unis avaient décidé de puiser dans leurs réserves stratégiques, et du coup, ça a un impact sur le cours de l'hélium assez fort. Tiens, c'est intéressant. Qui joue sur les labos. Moi, je pensais que c'était un peu comme l'hydrogène, extrêmement disponible et non, l'hélium, c'est pas on peut pas le fractionner de l'atmosphère, le coût est exorbitant. Donc, il faut le récupérer comme sous-produit, parce que l'hélium, le noyau d'hélium, c'est la particule alpha. Et donc, en fait, on le récupère dans les sous-sols qui étaient riches en radon et autres éléments radioactifs. Il est émis. Et donc, on a des minerais qui sont riches en hélium. Et donc, c'est géologique l'extraction de l'hélium. C'est pas de... D'accord, on ne peut pas le récupérer dans l'atmosphère, on ne peut pas le récupérer par hydrolyse de l'eau ou autre. Et en gros, c'est un petit morceau d'uranium, quoi. C'est ça, en fait. Ce qu'on récupère, c'est clairement, en général, c'est clairement du gaz qui, à l'époque, qui à un moment, a fait partie d'un noyau radioactif uranien ou transuranium.
Génial. Non, non, on est impacté, qu'on le veuille ou non, par ce genre de choses. C'est clair. Il doit en rester un petit peu dans le bureau de Jacques Lévinaire à l'ESPCI. Bureau légèrement radioactif, apparemment. Ouais, c'est ça. Bon, je ne vais pas vous manger tout votre temps. Il est 29. On prend encore 10 minutes parce qu'il y a cette histoire du désordre qui me semble vraiment intéressante. Expliquez-moi. Donc, en gros, si je comprends bien, à partir du papier du CNRS, c'est des matériaux qui ont des défauts, naturellement, entre guillemets, et ces défauts se retournent en qualité. Quelles sont les qualités? C'est des qualités de solidité, flexibilité, enfin c'est mécanique, Ouais, en général, ça va être ça va être notamment de la résilience. D'accord. Alors, n'importe quel solide a des défauts. Oui. En pourcentage différents selon leur coût énergétique local. Donc, mais n'importe quel solide a des défauts. Il se trouve que les gens des oxydes savent ça depuis longtemps, et des matériaux inorganiques ça bien. Les défauts permettent la conduction électronique dans un certain nombre de matériaux ou bloquent la conduction. Enfin, donc on sait que les défauts impactent les propriétés. D'ailleurs, quand on fait des transistors, on dope, c'est-à-dire qu'on introduit des défauts dans un matériau. C'est le principe des semi-conducteurs. Voilà, c'est le principe des semi-conducteurs dopés pour fabriquer des transistors, des puces électroniques, tout ça. Donc le concept fondamental, il est très ancien. Ce qui se trouve, c'est que dans le domaine des matériaux, des MOF, des matériaux hybrides organiques et inorganiques, comme ils sont cristallins pour la plupart du temps, on les caractérise toujours par leur structure cristalline. Et la structure cristalline qu'on voit, qu'on observe et qu'on mesure, c'est la structure moyenne. C'est comme ça, c'est ça que les rayons X nous donnent. Et le défaut est à quel niveau? C'est en dessous? Alors le défaut c'est en dessous, c'est qu'une fois sur 100, il y a un métal qui ne va pas être là. Ou une fois sur 100, il y a un métal en trop, ou qui ne va pas être le bon métal, ou qui ne va pas avoir le bon degré d'oxydation, ou un ligand qui n'est pas le bon, ou un ligand qui s'est retourné. Mais ça, on ne le voit pas aux rayons X, parce que nous, on voit la structure moyenne, et la structure moyenne, elle est dominée par tout le reste qui va bien. Donc, du coup, les gens ont une image assez statique des matériaux, mais ça, c'est un peu vrai en chimie de manière générale, c'est-à-dire on produit des structures, et donc, quand on la regarde sur l'ordinateur, on la fait tourner, elle ne bouge pas, elle est fixe, elle est parfaite, elle est régulière, on la regarde, on se dit, ah, elle est belle, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on a tendance à oublier que dedans, il y a de la vibration moléculaire, parce que tous les atomes bougent en permanence, que des fois ils bougent beaucoup si les structures sont particulièrement molles, on va dire, ou flexibles, et qu'en plus de ça, il y a des défauts, et que parfois l'activité, elle est liée, il vous suffit d'avoir 1% de défaut. Si le défaut est 1000 fois plus actif que la partie non défectueuse, et ben, l'activité, elle est quasiment entièrement liée au défaut. Et donc le but, les gens ils voient ça principalement comme un problème à la synthèse. Alors déjà, s'il y a trop de défauts, j'ai pas mon matériau à la fin. Oui. Si j'ai un matériau, il va simplement pas cristalliser. Et puis, en général, les défauts, c'est vrai qu'ils peuvent diminuer les propriétés mécaniques, c'est-à-dire la stabilité. S'il me manque 10%, typiquement, s'il me manque 10% des ligands organiques, c'est comme j'ai fait mon échafaudage et j'ai oublié 10% des barres. Il y a un moment, ça va être casse-gueule. Donc il y a ça. Après, ce qu'on montre nous, c'est que ces défauts, d'abord ils sont forcément là, ce qu'on peut contrôler c'est leur quantité, mais il y aura toujours des défauts, et puis ils peuvent être bénéfiques sur la structure. Ils peuvent apporter une activité, notamment chimique, parce qu'un défaut c'est un métal ou un ligand qui n'est pas là, et donc si le ligand est absent, ça veut dire plus d'accès au métal. Et si le métal n'est pas là, ça veut dire qu'il y a des bouts de ligands qui normalement sont occupés et qui là sont vides. Libres. Et donc il peut y avoir réactivité chimique à cet endroit-là. Donc ça c'est une des applications, une des fonctionnalités que peut créer le métal. Après, ça peut être de la fonctionnalité, on va dire, liée au désordre, c'est-à-dire que quand il y a des défauts, on va faciliter la capacité à la structure à se désordonner. Et les structures désordonnées ont des propriétés intéressantes, en général de résilience. C'est que... oui, je vois très bien. Mécaniquement, étant donné qu'elles ne sont pas très symétriques, elles vont être plus résistantes à la rupture. C'est-à-dire qu'elles sont un peu plus molles dans le domaine où on les compresse, mais par contre, elles sont plus résistantes à la rupture. Oui, c'est comme l'acier par rapport au fer, par exemple. Enfin, c'est peut-être pas une image pertinente, mais... On va vraiment avoir ça, c'est qu'on peut avoir ce trade-off, cette balance des propriétés.
Et donc le but, c'est d'essayer de faire réaliser un peu aux gens que ces côtés-là, les défauts, les désordres et la flexibilité, c'est vraiment un triangle sur lequel on peut jouer et que les structures dans lesquelles on veut introduire du désordre ou des défauts peuvent avoir des performances catalytiques ou autres qui sont largement supérieures à celles des structures dites pures. Et du coup, introduire des défauts, est-ce que c'est pas un défi justement pour un chimiste? Parce que produire quelque chose de... Enfin voilà, alors c'est clairement un défi. Ce qui est un défi, c'est de le faire de manière contrôlée. Voilà. Parce que contrôler le désordre, ça peut paraître un peu un mais problème. Au moins le contrôler statistiquement. Quoi. Voilà, mais contrôler statistiquement, mais savoir ce qu'on fait. Parce que comme je vous disais, donc c'est pas facile à mesurer le désordre. Un système désordonné, il est beaucoup plus difficile à caractériser qu'un système ordonné. Et donc le but, c'est d'être quand même capable de développer des nouvelles techniques de caractérisation ou de modélisation. Moi, c'est ma spécialité. On travaille ici en modélisation pour comprendre et caractériser les systèmes qui sont désordonnés. Parce que c'est plus difficile que juste j'ai la structure, j'ai pu la dessiner sur le papier. Oui. Il faut des pourcentages, il faut des statistiques, et puis le désordre isocorrel, c'est qu'en général, si j'ai 10% de métaux qui sont manquants, par exemple, c'est pas 10% au hasard. C'est qu'ils vont se répartir, c'est que je vais avoir des domaines avec des domaines défectueux, des domaines purs. Quelle est la taille moyenne de ces domaines? C'est ce qu'on appelle du désordre corrélé. C'est que dans certains cas, sous certaines conditions, ça peut être intéressant pour le système, ça peut être plus stable pour lui d'être dans un état un peu comme dans le magnétisme où on va avoir des formations de micro-domaines qui se créent et donc on peut avoir pareil. Ça fait penser aussi pour le coup au monde du vivant, dont les structures, me semble-t-il, sont beaucoup moins régulières. Oui, clairement le monde du vivant n'a pas tablé sur l'état cristallin pour, voilà. pour construire. Hein. C'est les quelques... on a quelques structures denses, à part on a des structures osseuses où il y a des inclusions cristallines, et même comme ça, c'est pas que du cristal, il y a tout un tas de choses autour. Hein, J'ai vu passer, c'est un sujet annexe, des gens qui ont fait, à partir d'impression 3D, qui ont réalisé un matériau qui, en gros, est extrêmement résistant et 10 fois plus léger que l'acier. Je ne sais pas si ça vous est passé sous le nez. Si, on essaye de faire ça. À côté, j'ai un collègue qui essaye de faire ce genre de choses. Utiliser les matériaux qu'on a nous pour créer des propriétés, alors pas forcément dans notre cas plus résistantes, mais ce qu'on va appeler des métamatériaux, c'est-à-dire des matériaux qui ont des propriétés qui normalement seraient interdites. Par exemple, si je prends un matériau quelconque, si j'appuie dessus, selon cet axe, l'autre axe va s'étendre, ce qu'on appelle le ratio de Poisson. On connaît des matériaux, il y en a quelques-uns, qui ont la propriété inverse, c'est-à-dire que si j'appuie comme ça, cet axe-là va se diminuer. Tous les axes vont se diminuer. Et ça, c'est particulièrement rare, on en connaît 2-3 dans l'intégralité du monde des matériaux cristallins, et donc on essaye d'en développer des nouveaux. Là, c'est plus un défi fondamental d'essayer d'arriver... donc c'est des matériaux dont les propriétés semblent... parce qu'ils sont structurés, hein, mais dont les propriétés... seraient sinon contraires aux lois de la physique, quoi, grosso modo. Donc c'est un peu le même genre, les gens font donc on essaie de faire des matériaux qui reprennent des formes d'origami aussi, de manière à se plier de manière particulièrement coordonnée, des choses comme ça. Génial. Bon, on va s'en tenir là pour ce papier-là, mais j'entrevois déjà que je vais revenir vous voir, parce que c'est déjà